Bonjour Jean-François. Bonjour. Merci beaucoup de ton temps, merci de ta générosité pour cette interview. Je pense que tu vas faire plaisir à beaucoup de gens, ils sont très contents de te voir et aussi les copains en France. Où es-tu en ce moment? Où es-tu? Je suis depuis 3 ans, j'habite dans le sud de l'Espagne, à côté de Marbella. Et D'accord. voilà, donc je suis là-bas avec la famille. Comment se passe la période pour toi là-bas de confinement? C'est la merde. Mhm. C'est la merde parce que ça crée beaucoup de stress à tout le monde. Et le confinement, c'est quelque chose, c'est une épreuve. Donc voilà, c'est dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde, mais bon, il faut garder l'espoir et sortir rapidement de ça. Comment est-ce que tu arrives à garder, toi qui as je dirais c'est plus qu'un amour pour le golf, c'est une passion. Hum. Je me risquerais à dire que c'est quasiment une liaison dangereuse, tellement c'est une passion forte que tu as avec le golf. Comment tu Ouais, fais pour... je te remercie, c'est beau. Ouais. Non, mais voilà, on n'a pas fait de répétition, hein, donc je dis ce que je pense parce que c'est comme ça que je le vois chez toi depuis toujours. Est-ce que, comment tu fais pour garder ce lien avec le golf en ce moment? C'est compliqué. Malheureusement, je n'ai pas touché une balle depuis plus de 15 jours. J'ai la chance de pouvoir m'entraîner l'hiver dans le sud de l'Espagne, mais c'est vrai que je n'ai pas touché de balle. Donc je fais beaucoup de swing devant ma glace ou devant les vitres et je fais des visualisations avec des swings au ralenti, en recréant de la sensation. Et j'ai toujours fait ça et j'en ai encore plus besoin maintenant. Mmh. Et puis en dehors de ça, je fais pas mal j'ai des haltères, donc j'essaie de m'entretenir physiquement comme je peux. Et puis je fais très attention à ce que je mange parce que dans cette période-là, on prend vite des kilos si on fait pas attention. Mais bon, ça c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi, donc ça va, je suis toujours en pleine forme. Très bien, je vais directement aller dans un sujet qui me tient à cœur avec toi, bien qu'il y en ait plusieurs, c'est l'Open de France. L'Open de France, tu l'as gagné 2 fois, 2004-2005. Quand on sait la difficulté de ce parcours, quand on la connaît, le golf national, c'est un parcours qui est redoutable, et surtout quand il est préparé à compétition. Pour moi, c'est la marque d'un très grand champion. Je sais que toi, tu es modeste et tu vas dire, tu vas pas rebondir là-dessus, mais pour moi, tu es un très grand champion. Je voulais te poser la question, est-ce qu'il y a un style de jeu particulier ou un style de swing qui est plutôt favorable pour la gagne au golf national? Non, je pense pas. Je pense qu'il faut être un très bon stratège, se placer toujours des bons côtés au niveau des greens. Et le parcours a énormément évolué depuis 2004. Et il ne faut pas oublier qu'en 2000, je crois que c'était en 2002, j'avais fini aussi 8e ou 9e, je crois. Donc c'est toujours un parcours que j'ai toujours adoré à jouer en national, tout simplement parce qu'on jouait en France et que la France a toujours été pour moi un boost de motivation. Donc après, au niveau de technique et au niveau, on l'a vu sur les grands champions, sur la Ryder Cup, tous les gars qui tapent très droit, de toute manière, au golf national, ont toujours été assez successful. Et un mec comme Webb Simpson a été un des rares à pas se plaindre du parcours à cause des roughs, parce qu'il reste sur le fairway. Donc la clé dans tous les parcours du monde, que ce soit dans les majors ou que ce soit dans la préparation au golf national, l'idéal, c'est de mettre déjà le driver sur le fairway, quoi. Donc, quand vous avez fait ça, vous avez déjà fait plus de 50-60% du boulot, quoi. D'accord. Très pour bien. moi, c'est la stratégie. On dit que le driver, pour moi, c'est le club le plus facile à jouer, mais le plus important. Plus facile, pourquoi? Parce que vous avez un tee, vous avez un fairway qui fait quand même 25 ou 30 mètres de large. La balle est quand même pas très grosse. Et par contre, ça met tout en place parce qu'une fois que vous êtes sur le fairway, que vous soyez à 250 ou 280, l'écart, c'est sûr qu'on dit 30 mètres plus loin, c'est bien, mais le plus important, c'est de la mettre sur le fairway. D'accord. Donc, en fait, le driver, c'est bien le club le plus facile, bien que le plus facile et le plus important. Donc, il a une double
il a une double connotation parce que si vous mettez votre balle hors limite d'entrée, boum, vous êtes sûr de faire au pire un birdie, à faire un bogey ou ne serait-ce qu'un par. Donc ça va très très vite si vous faites un birdie, un eagle. C'est un peu compliqué Enfin, vraiment, le driver a toujours été une force chez moi et c'est pour ça que je continue à être performant. Parfait. Alors, dans un parcours… Je me suis un peu mélangé les pinceaux là, je crois. Non, ça va. Mais bon, en je fait, pense que ça a été suffisamment clair. Non, c'est parfait. Pour moi, le driver est vraiment, vraiment important. Voilà. Ce qu'il faut retenir, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le club qui peut nous empêcher de scorer. Donc, l'essentiel étant la mise en jeu en priorité. Voilà. Et quelqu'un que tu adores, je le sais, tient la même philosophie que toi, c'est Jack Nicklaus. Puisque Jack Nicklaus disait toujours, mettez-vous en jeu, c'est la priorité. Donc, c'est ce que tu nous rappelles. Je rappelle pour souvenir qu'en 2004, j'ai fini aussi quand même 16e à l'USPGA. Et on était toujours dans cette configuration et je drive, de toute manière, ça a toujours été une force chez moi, le driving, même si j'ai jamais été très très lent, mais ça a toujours été une force, style Jack Johnson ou Webb Simpson, tous ces gars qui arrivent à mettre la balle sur le fairway en permanence, c'est fantastique. Et dans le numéro 1 mondial, Rory McIlroy, lui en plus, il met des grosses cacahuètes en plein milieu, donc ça aide le parcours. Très bien, c'est clair. Au moins, c'est bien parce que d'habitude, on n'arrête pas de nous rappeler le petit jeu, le petit jeu, le petit jeu. Et toi, c'est bien parce que tu nous as dit, bien que tout est important, tu nous as dit, les amis, n'oubliez pas de vous mettre en jeu. Donc, c'est parfait. Ouais. Le petit jeu, c'est quand même la deuxième couche. Hein. C'est clair. On va y arriver après. Alors, quelle est pour toi, maintenant, lorsque tu fais un tournoi de 4 tours, quelle est la chose pour toi la plus difficile à faire? Tu vas dire, voilà, ça y est, c'est parti, j'intègre le tournoi. Il y a 4 jours à tenir. Qu'est-ce qui va être le plus difficile pour toi à gérer? Moi. D'accord. Moi, de rester dans l'instant présent, jouer chaque coup les uns après les autres et surtout de ne pas m'énerver quand je commence à faire des mauvais coups. Donc c'est pour ça que je dis moi, parce que je connais ce que j'appelle les patterns. Donc je suis quelqu'un de très enthousiaste, mais quelqu'un d'assez qui peut avoir des démons à l'intérieur et des colères. Donc chaque fois que j'ai très très bien joué ou gagné des tournois, ça c'est quelque chose que je maîtrisais complètement. Il est clair que quand on s'énerve, c'est parce qu'on n'a pas de solution. Mais quand on a les solutions, on s'énerve beaucoup moins. Donc on peut peut-être rebondir après ça, après ce que je viens de dire sur la technique, etc. Et on dit toujours c'est le côté psychologique qui est le plus important au golf. Est-ce que c'est la technique? Est-ce que c'est le physique? Je pense que tout est lié. Donc, je dirais que vraiment, le plus gros combat, c'est, comme disait Nicklaus, c'est pas se battre contre soi-même, mais se manager et ensuite manager le parcours. Parfait, Jean-François. Juste une résolution technique pour que tout le monde puisse bien profiter de toi. Est-ce que tu peux juste reprendre le cadrage initial pour pas que tu sois… Voilà, super. Voilà, ça va, pardon, je recule merci un peu. beaucoup. Tu vois, moi, je tiens à ce que tu sois beau tout le temps. Mais je me rapproche, rapproche des gens. Alors, gagner, c'est être complet, bien sûr. Tu nous l'as rappelé, hein, bien sûr. Il y a tout qui compte, bien sûr. Maintenant, quand Jean-François Rémézy commence à rentrer dans, on va dire, l'état de zone où tu commences à rentrer, on dit… au basket, on dit is on fire. Hein. On le dit souvent, on le dit un peu moins en golf. Hein. On parle plutôt de la zone, du flow, ou en tout cas, ça y est, il commence à être chaud, il commence à être bouillant. Quand Jean-François commence à être comme ça, est-ce que c'est lié à quoi? Est-ce que c'est lié à un putting qui commence à enquiller? Est-ce que c'est lié à tu tapes de plus en plus correctement dans la balle, les contacts sont parfaits? Est-ce que c'est lié à une forme physique? À quoi c'est lié? Ou à un mental vraiment d'acier? C'est une osmose. C'est une osmose de tout. À ce moment-là, ça je l'ai vécu, hein, forcément. On oublie la technique parce que la technique est en place. On oublie la peur parce que comme la technique est en place et que le physique, si on est bien physiquement et qu'on est bien alimenté, en fait tout le travail se fait avant. Donc si techniquement tu es OK, si mentalement tu te sens bien et si
entre guillemets, physiquement, tu te sens bien, bah, tu as des périodes comme ça sur le parcours. Alors, ça peut ne pas durer 18 trous, mais tu as des périodes. Ce sont des vagues. D'accord. Des et cycles. quand tu arrives, Ouais, voilà, ce sont des cycles. Et quand tu perds ce cycle, il faut accepter que tu puisses perdre ce cycle. C'est justement de ne pas tomber dans tes démons, c'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas être parfait tout le temps. Moi, j'ai fait des 68 ou des 66 en ayant mal au dos, en ayant toujours un problème. Et puis, j'ai fait des 72 en étant parfaitement techniquement, physiquement, en me disant je vais éclater le parcours parce qu'au practice, avant de partir, je suis parfait, quoi. Et en fin de compte, non, le golf, c'est pas une science exacte. Et c'est justement je répète ce que j'ai dit juste avant, c'est se maîtriser le parcours dans un instant T et dans l'instant présent. Voilà. Je pense que tu es plus que crédible et qu'on peut rien dire. De toute manière, quelqu'un qui a gagné, comme me disait Martin, on peut développer, énormément développer là-dedans, mais si tu veux, moi, je veux vraiment expliquer cette phase, et d'ailleurs, on peut l'expliquer, donner une petite anecdote pour les amateurs avec qui je joue souvent des programmes. Quand ils se mettent à bien jouer, d'un seul coup, ils se disent « Ah, ça y est, aujourd'hui, ça y est, je fais ma carte de rêve, ils se mettent de la pression sans s'en rendre compte, ils essayent d'être parfaits, et puis ils perdent justement ce fil, parce que sur 4 heures ou 5 heures, c'est très compliqué d'avoir toujours le même rythme. Et il y a un instant de panique, et ils s'abordent leur fin de parcours, ou alors… On le voit à l'inverse, il commence très très mal, puis à un moment donné, il y a du lâcher prise en disant bon, mais j'en ai marre, je me fais plaisir, et puis d'un seul coup, ça vient. Donc, ce sont des vagues. C'est comme des vagues, c'est comme la vie. Il n'y a rien qui est stable, et tout est en mouvement, et c'est cet équilibre en fait c'est dans ce déséquilibre que tout est équilibré en fait. D'accord. Martin Hall, que tu connais, qui est un des meilleurs instructeurs de la planète, me disait, Michel, lorsque des gens gagnent des tournois, you have to listen them. You have to listen them. Donc, on t'écoute religieusement. Alors, y a-t-il maintenant des partenaires, quand tu es sur le circuit, avec qui tu te dis, ah, là, je suis content, ça va être une très belle partie, ou là, tiens, je suis moins content parce que lui… c'est pas super fun. Est-ce que ça a une influence sur ton jeu ou pas du tout? Ça peut l'avoir. Ça peut l'avoir selon la personne, mais à partir de là, si je joue avec quelqu'un que j'aime pas du tout, qui peut avoir des comportements, je dirais, bon, pas sympa. On connaît, il y en a, que ce soit sur le senior, que ce soit quand j'étais sur le Grand Tour européen, ou même quand je jouais des majeurs avec certains joueurs. Ils devaient peut-être penser la même chose de Jean-François Rémézy, mais ça, c'est comme ça. Bon, il faut faire avec, tu n'as pas le choix. D'accord. Mais bon, est-ce que ça impacte ton jeu ou pas du tout, ou juste l'ambiance? Pour donner l'exemple, moi j'ai joué avec énormément de très grands joueurs. Quand je jouais avec Ernie Els, pour moi c'était un grand bonheur. Quand je jouais avec Padraig Harrington, c'était que du fight. Quand je jouais avec Wolfgang Guillet, c'était fantastique. Quand je jouais avec Montgomery, c'était moyen. Pour peu que je jouais mieux que lui. Donc les rivalités a toujours existé, il faut faire avec. Les amateurs vivent la même chose. Quand ils jouent dans leur club, ils disent putain, j'ai ce tirage avec ce joueur. C'est clair. Bon, il faut pas oublier, en fait, ce que je redis, c'est le golf, c'est un… Tu t'exprimes et ensuite tu joues contre un parcours, peu importe avec qui tu es. Et ça, c'est justement, le golf apprend énormément de choses dans la vie, et justement à être détaché de certaines réactions des gens, de faire les choses pour soi en premier, et pas de faire les choses pour les autres. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important, et d'arriver à prendre ce recul pour être performant dans l'adversité, entre guillemets. Alors maintenant, la phase plutôt très positive, c'est quand on joue avec une icône du golf, c'est-à-dire ce coup-ci, maintenant, on n'est plus vraiment dans tu tombes sur le pro que tu as toujours admiré, on va dire, ou admettons que tu aies une partie avec Tiger Woods ou quelqu'un que tu respectes beaucoup et que tu dis là, c'est vraiment le jeu, j'attendais de voir ça, et tu vas l'avoir devant toi dans ta partie. Est-ce qu'il n'y a pas un risque des fois, justement, d'être spectateur de quelqu'un qu'on adore et de ne plus s'occuper acteur de son propre jeu? Est-ce qu'il y a un risque ou pas du tout?
Alors, bien sûr, forcément, je vais répondre très personnellement. Moi, quand je suis arrivé sur le circuit, je rêvais de jouer avec Jean Garayald. Puis j'ai joué avec Jean Garayald. Après, j'ai rêvé de jouer avec Ballesteros et j'ai joué avec Ballesteros. Et j'ai rêvé de jouer avec des tas de joueurs, avec Mickelson, avec Ernie Els. Et puis, je l'ai fait. Donc, je rêvais de gagner des tournois. Et puis, j'ai gagné des petits tournois. Et puis, je rêvais autrement de gagner des Open de France, un Open de France. Et je l'ai fait. Donc, c'est notre esprit qui limite. Et je pense que de jouer avec je dirais, nos idoles, c'est quelque chose d'extrêmement valorisant. Et c'est une expérience que c'est pour ça qu'on joue au golf. Moi, c'est pour ça que je fais cette carrière. Pourquoi j'adore jouer les majeurs aux États-Unis maintenant sur le senior ou les British, c'est pourquoi parce que je joue avec les gars que je regardais quand j'ai commencé ma carrière à la télé, qui étaient déjà des stars. Et maintenant, je côtoie ces stars pratiquement au quotidien quand je suis en tournoi. Donc, c'est pour ça que je joue au golf, c'est pour ça que je suis aussi passionné, c'est pour ça que je m'entraîne, parce que j'ai envie d'être performant aussi là-dedans. Et ce sont des joueurs qui vous tirent vers le haut. Donc, c'est ça. Tout ce qui tire vers le haut, on dit au contact des bons, on devient bon, au contact des mauvais, on devient mauvais. Donc, ça tire vers le bas. Donc, ça a été toujours une recherche et ça a toujours été un bonheur de jouer, peu importe le résultat que je faisais. Alors, c'est de l'émotion. C'est pas Mais ça se comprend. Alors, dis-moi, Ballesteros, je pense que c'est quand même quelque chose de particulier. Le souvenir de la partie, il était avec toi agréable, il était dans le Ballesteros qu'on le connaît tout le temps, très, on va dire, très intensif. C'est quoi il a un charisme, c'est peu de dire. Il avait un charisme, ce type, c'était partout où il se déplaçait. Mais Jean Garayald a le même charisme. Jean, quand on le côtoie, il a une prestance, il se passe quelque chose, quoi. Voilà. Alors, chacun à son niveau. Ballesteros, bien sûr, a gagné autant de majeurs. Mais Tiger, c'est la même chose. Et pourtant, moi, le personnage, je ne l'aime pas forcément. Mais il dégage quelque chose de fort. Des gars comme Ernie Els dégagent beaucoup moins de charisme, mais ce sont des gars tellement adorables et tellement ouverts et tellement friendly, comme on dit, qui deviennent hyper attachants. Donc, le charisme de Severiano, c'était quelque chose. Et puis quand il jouait, forcément, moi, je veux dire, quand j'ai commencé le golf, je regardais le golf sur France 2 et c'était Nelson Montfort qui commentait et je le regardais finir deuxième au British Open derrière Johnny Miller. Donc, et après, j'ai joué avec ce type. Donc, tu vois toute l'évolution dans ma carrière et je me dis, mais jamais je pourrais jouer avec ces mecs-là. Ben, je l'ai fait, tu vois. Donc, voilà, c'est ce que je retiens à la limite plus dans ma carrière, c'est ce genre de choses. C'est de dire, mais jamais je pourrais jouer avec ces mecs-là et puis en fait, je me retrouvais avec eux, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, bravo pour ça. Tu nous fais rêver là. Je pense qu'il y a tous ceux qui t'écoutent. Et moi, le premier, on se dit waouh, chapeau. Je prends le soleil sur le crâne, ça fait Alors, bien. si tu veux changer ton axe pour justement que. Je vais juste bouger un tout petit peu. Mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Voilà, super. Voilà. Il faut être à l'aise, sinon après on pense à. Ça va là Parfait, t'es parfait. Alors. Est-ce que tu es comme un grand vin, tu te bonifies avec le temps? Parce que plus je lis des articles sur toi, plus je vois que tu tapes bien la balle. Alors, c'est quoi le secret? C'est le no limit. D'accord. Le no limit, on m'a souvent critiqué ou toujours en train de dire, Jean-François Armézy, toujours en train de changer de swing, même quand ça va bien, même quand ceci, quand ça. J'ai eu la chance de suivre Tiger qui dominait le monde et a voulu changer encore derrière le swing. Donc ça prouve que on sent ou on sent pas au fond de soi qu'on est capable de continuer à progresser et on essaye de faire tout pour progresser. Alors des fois, on fait des axes de travail qui sont pas forcément les bons. On prend des claques. Mais c'est pas parce que j'ai pris des claques qu'au contraire j'ai dit bon allez maintenant tu touches plus rien. C'est au contraire, c'est dire ok je veux continuer à progresser, donc c'est pas cet axe, il faut que je change d'axe. Voilà. Et ça a été une sorte de quête, tout simplement. Pourquoi parce que j'avais dans ma carrière et depuis des années, j'avais une inconstance de frappe de balle.
D'accord. Et je n'arrivais pas tournoi après tournoi à frapper la balle de la même manière. Moi, j'ai commencé le golf assez tard, c'est-à-dire à 16 ans. Et il a fallu que je fasse beaucoup de travail et je n'avais pas cette frappe de balle entre guillemets innée. Et en fait, je m'aperçois que maintenant, mon côté inné est en train de ressortir alors qu'il aurait pu sortir bien avant. D'accord. Et donc, j'ai continué à énormément évoluer sur ma technique. Tiger Woods, lorsqu'il fait un parcours, indique qu'il est sans arrêt dans un processus de lecture du corps, c'est-à-dire de comprendre ce qu'il fait durant le parcours. On n'est pas là pour, il fait pas non plus, c'est pas non plus une recherche comme un laboratoire, hein, mais on va dire que il s'entend, il s'entend. Est-ce que pour toi c'est la même chose, on s'entend, ou est-ce que tu te dis non, on verra ça au practice plus tard, c'est pas le moment de mettre les radars? Il y a plusieurs. Ouais, il peut y avoir en fait tous les cas de figure. Il peut y avoir le cas de figure où quand tu commences à mal taper, techniquement, tu as besoin de te connaître parfaitement et savoir exactement l'axe de travail dans lequel que tu mènes. Parce que quand une balle commence à partir à droite, quand le corps et ton esprit commencent à complètement l'analyser. Si tu fais 3-4 fois la même chose, c'est que tu n'as rien compris. Si par contre, à la première balle, tu dis « Ah, attention, là, j'ai un pattern, je fais tel mouvement, le coup d'après, je fais mon swing d'essai, j'essaye de corriger immédiatement. » Donc, est-ce que ça se fait sur le parcours? Quand tu es dans la zone, non, parce que tout est en place. Absolument. Et quand tu n'es pas dans la zone, ben, tu manages. C'est ce que je disais, ce sont des vagues. Et quand à un moment donné, parce que physiquement, tu es un peu moins bien, physiquement, et que tu te dis à 230 mètres, il y a de l'eau, il faut que je passe au-dessus. Si à ce moment-là, tu ne le sens pas, ben, je ne vais pas le faire, par exemple. Je ne vais pas, moi, me tenter, même si je suis capable de le faire dans un moment où j'excelle. C'est-à-dire que là, c'est à ce moment-là, l'instant T qui est important. C'est-à-dire que quand on ne sent pas les coups, il ne faut pas les jouer. D'accord. Et oui, le scanner, oui. Donc tu t'écoutes. Exactement. Ouais, je m'écoute en permanence. Et surtout dans l'instant T. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis capable de faire un coup que je dois le faire. Si je le sens pas à l'instant, au moment donné où je me trouve devant ma balle, je vais pas le jouer. Si par exemple je veux pas jouer un drapeau avec un pitching wedge, par exemple, je vais jouer le milieu du green et des fois je peux jouer le drapeau dans un coin avec un fer 7 alors que c'est beaucoup plus risqué. Mais si à ce moment-là je le sens et que je suis en confiance, je vais y aller. D'accord. Donc c'est vraiment le golf de toute manière, c'est une gestion. C'est la gestion de ses émotions, c'est la gestion de l'instant présent, c'est la gestion du parcours. Et tous ces paramètres-là font que tu as besoin en fait d'être en osmose avec tout ça. Et quand tu es justement dans cette zone, bon, ben là après, les informations t'arrivent instantanément et puis tu lâches prise et tu t'éclates. Tu t'éclates, voilà, c'est l'éclatade. Exact. Donc tu restes pas prisonnier de choix. Ta tactique peut changer. Ah, j'ai jamais eu aucune tactique. Non, mais ta tactique, c'est-à-dire le choix du club, le choix de trajectoire peut changer. Immédiatement, oui. Voilà. Immédiatement, dans l'instant présent. Moi, on m'a toujours dit, est-ce que j'ai des stratégies? J'ai aucune stratégie sur 2 minutes avant mon parcours. Aucune. Ah, d'accord. D'un seul coup, le vent commence à tourner de sens, etc. Ta stratégie, elle est morte. Ouais, d'accord. Donc, tu es bien obligé de ta stratégie, elle est à l'instant T. Elle n'est pas, je vais faire comme ça au 1, je vais faire comme ça au 2. Non, tout ça pour moi, ça fait pas sens. La stratégie, elle est dans l'instant T et dans les 40 secondes dans lesquelles tu as besoin de taper la balle. Bah, écoute, ça fait plaisir d'entendre comme ça un éclairage, je dirais intelligent sur la stratégie. Mais c'est partout dans la vie, c'est pareil. Tu dis, tiens, j'ai envie de faire ça en stratégie, dans ton business, etc. Et puis tu t'aperçois qu'au dernier moment, c'est pas ça qu'il faut faire. Tu vas pas aller dans le mur. Tu réagis en permanence dans l'instant T parce que les choses vont changer, parce qu'un fournisseur t'a passé. Enfin, je veux dire, voilà. Donc l'instant T, l'instant présent, c'est la clé. D'accord, donc il y a des reconnaissances de parcours, mais après, on reste open aux... Oui, bien sûr, la reconnaissance de parcours, tu as des zones où tu sais très bien qu'il ne faut pas aller, et puis après, tu peux y aller de temps en temps, tu dis, bon, ok, pourtant j'avais prévu, et malheureusement, moi je prévois toujours de prendre le fairway, de prendre le green, de faire un putt. Mais dans l'absolu, ça ne marche pas comme ça. Mais... Le message est bien passé.
Est-ce qu'il y a dans ton swing justement qui évolue, par contre, des sensations, peut-être une ou deux sensations qui t'ont toujours accompagné? Non. D'accord, donc c'est quand tu changes le système, en fait, des nouvelles sensations. Est-ce que c'est pas arrivé de dire, ah tiens, cette sensation, je l'avais il y a quelques années, elle revient, Oui, des sensations peuvent revenir. Mais voilà, par c'est ça. contre, c'est des choses aussi techniquement, il y a des choses que je n'arrivais pas à comprendre ou que je ne ressentais pas il y a des années et que maintenant, parce que j'ai fait évoluer ma technique différemment, en fait, je retrouve exactement ce que on voulait me dire ou est-ce que ce que je voulais D'accord, ressentir, etc. d'accord. Donc, c'est pour ça que je te dis, tout est en mouvement, tout est en évolution. Et il y a des fois des messages qui passaient pas, que j'arrivais pas à ressentir. Et puis, je me dis, tiens, je me rappelle, tel coach ou tel entraîneur me disait ça et je n'arrivais pas à ressentir, à le comprendre. Et là, ça y est, je comprends. Mais par contre, je m'aperçois que le message qu'il essayait de me passer n'était pas le bon. D'accord, il y avait donc un temps de latence. Jean-François, ne te gêne pas si tu veux tourner avec le soleil, pour pas que tu aies le soleil dans la Non, tête. ça va, ça va, ça Ça va. Ça va? va. Ouais, écoute, ça Ok, fait du bien, hein, ça fait du bien. c'est clair. Maintenant, pour le monde amateur qui te regarde aujourd'hui et qui aimerait avoir tes lumières et puis surtout un ou deux secrets, quelle est la faute la plus récurrente que tu observes chez eux lorsque tu fais des programmes ou des parties amicales avec des copains? Tu les regardes et tu dis, oula, mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est pas terrible. Il faudrait qu'ils s'y prennent comme ci, il faudrait qu'ils s'y prennent comme ça. Et ce qui revient un peu souvent chez les amateurs, qu'est-ce que c'est? Le stress. Ah, C'est le stress. Parce qu'en programme, et ça, c'est. Il y a beaucoup de pros, s'ils m'écoutent, ils vont rigoler. Parce que quand on joue avec en programme d'ouverture, etc., on joue très souvent, et en plus sur le senior encore plus, parce qu'on joue beaucoup d'alliances. Et les gens sont souvent stressés parce qu'ils veulent faire bien, ouais, voire très bien plus fait. que ce qu'ils sont capables de faire. Donc ils Ah se ouais. mettent une pression épouvantable. Nous, on est toujours les premières choses qui sont en train de se faire au début en disant relax, machin, tout va Ouais, bien, prenez ouais, du plaisir, ouais, ouais, éclatez-vous, on est là ouais. pour passer un bon moment ensemble sur un parcours de golf. Mm, Que vous jouiez bien, que vous jouez mal, ça ne changera rien à ma vie ni à la vôtre. Donc, mm, profitez de l'instant pendant qu'on est sur le parcours pour vous mm. faire plaisir et jouer au golf. Voilà. Bon, ça, c'est la préparation. Après, on peut les voir, ils se sentent, ils se crispent. Donc, c'est ce qu'on appelle les patterns dans les swings de toute manière. Quand on a des défauts, Mhm. sur le practice, quand vous tapez comme ça, tac, 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 sans cible, sans objectif, ah, mais tiens, aujourd'hui, tout va bien. Puis ils arrivent au départ du 1. Ah, bonjour, bonjour, monsieur Amézi, monsieur Barry Lane. Merde, ça commence à Ouais, bloquer et là, c'est fini. ouais, Donc, et au bout d'un moment, quand ils en ont ras-le-bol de faire des merdes et qu'on les a bien détendus, à un moment ouais, donné, ça relâche. Donc, c'est la conversation qu'on a eue tout à l'heure. ouais. C'est, il y a vraiment, les gens se mettent la pression tout seuls, tu vois. D'accord. Alors, il y a beaucoup d'ego, en général. Mm. Et puis, souvent, tu entends, ah oui, mais normalement, je joue mieux que ça. Eh oui, Ça ouais, me fait ouais, mourir de rire. ouais, Donc, normalement, je joue mieux. Ben oui, mais bon, moi, je ne vous connais pas. Et puis, on s'en fout, tu vois. Eux, ouais. ils ont l'impression que je les juge, tu vois, ou que les pros les Eh ouais, jugent. On ouais, s'en ouais. tape complet de ça. Nous, Mhm. on est là pour passer un bon moment, pour honorer les contrats qu'ont les tournois avec les sponsors, etc. Et puis, nous, pour jouer notre tournoi, on n'est pas là pour savoir s'ils jouent bien ou s'ils jouent pas bien. Mm. Eh L'essentiel, oui, c'est qu'ils aient la banane. Et ils oublient, en fait, d'avoir la banane. ouais, Donc, en fait, ils passent une sale journée. Et quand c'est ouais, fini, ils sont déçus, mais ils ne sont pas déçus par leur jeu, ils sont déçus par leur attitude, en fait. ouais, Tu vois ce que je veux te dire? ouais, c'est Donc, clair. quand tu profites de rien et que tu dis et que tu es toujours en train de te plaindre, en fait, toi-même, Mhm. enfin, je veux dire, tu profites de rien. Mhm, Et mhm. ça, c'est dans la vie. Hein. Les gens qui se plaignent tout le temps, ils profitent de rien. Je pense que c'est un bon conseil qui sera suivi. Est-ce qu'il y a des parcours que tu n'as pas encore fait, ce coup-ci maintenant hors contexte professionnel pour toi, où tu te dis, tiens, quand même, ce parcours, j'en entends parler depuis des années, j'ai vraiment envie d'y aller, ça me ferait très plaisir. Et puis, je rajoute la question. Le Masters, Ah, Augusta. d'accord. Moi, il me manque que ça, sincèrement. Et je souhaite un jour y aller, avoir l'opportunité de pouvoir jouer là-bas, au moins une fois. Voilà. Et puis, je pense que la boucle sera bouclée, quoi. Mais donc, on peut pratiquement jouer pratiquement partout. J'ai croisé Jack Nicklaus à The Bear il y a 3 ans quand j'ai joué aux États-Unis.
je lui ai serré la main, on a fait une photo ensemble. Mm. Mec adorable. Voilà. Donc, après, le Masters, Augusta, ça va être compliqué, mais si j'ai un rêve, c'est celui-là. D'accord. Quel est le plus beau parcours pour toi en France? Alors après, critères visuels, critères techniques, critères global. Alors, je vais donc préciser ma question. C'est une journée qui est avec tes copains. Tu vas passer une belle journée. Tu vas te faire un bon gueuleton. Et tu dis, ah, mais qu'est-ce qu'on est bien ici. Qu'est-ce que j'adore être ici. C'est où? Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Bah, déjà, j'ai là où je suis touring pro, le PIGC. Ouais. Paris International Golf Club. Le national, forcément. Parce que je peux parler de mon histoire, Bah voilà, oui. avec mes potes. Ouais. Et parce que tout le monde adore ce parcours. Et puis après, bon, bien sûr, il y a beaucoup de très très bons parcours. J'aimerais pouvoir, tu vois, amener mes potes à Nîmes, là où j'ai fait mes débuts. Peu importe si. En fait, c'est là où j'ai créé des souvenirs, en fait, tu vois. C'est là où j'ai créé des souvenirs et des bons souvenirs. Moi, j'ai joué beaucoup des plus beaux parcours du monde. Pebble Beach, machin. Bon, Pebble Beach, c'est quoi? C'est un ensemble. Techniquement, je ne trouve pas ça exceptionnel. Mm-hmm. Mais bon, le site est exceptionnel. Le Loch Lomond, là où on jouait en Écosse, est un parcours hors norme. Mm-hmm. Il y a beaucoup de très très beaux parcours dans le monde. Hein. Beaucoup de très beaux parcours. Hein. Mon préféré... non, sincèrement, j'ai pas de préféré. Non, mais là où il y a des souvenirs, c'est la réponse parfaite. Ouais, les souvenirs et puis ce que je peux partager, raconter, tu vois, des histoires ou même avec mes potes ou mes amis, ils ont vu des tournois à la télé. Hein, tiens, j'ai vu tel joueur faire ça ici à tel endroit. Voilà, c'est s'identifier aux champions. C'est pour ça que moi je continue ma carrière et que je veux sortir le meilleur de moi-même. C'est parce que je peux transmettre encore des choses et quand on me dit, mais tu as toujours la banane, tu as 55 balais, tu as la banane, tu as la pêche et tout, mais j'ai dit, mais parce que je fais ce que j'aime, c'est tout. Donc, voilà. Mais moi, tu sais, je suis évidemment admiratif des personnes comme toi qui sont, voilà, tout est possible. Moi, j'aime pas les gens qui se limitent. Donc, forcément, quelqu'un comme toi, c'est la preuve vivante que, voilà, ben. Ouais, pour moi, c'est gentil, mais je ne suis pas le seul. Hein. Il y a énormément de joueurs qui sont dans ma situation et bon, si je peux donner du bonheur aux gens en leur montrant que, pardon, en leur montrant que justement, à travers le golf, on est toujours au pouvoir un peu. Moi, j'ai encore des amis qui ont plus de 60 ans et à qui je donne des conseils, à qui je donne des leçons comme ça amicalement et je les fais encore continuer à les faire progresser. Ils passent un moment mais extraordinaire. Mais moi, je m'éclate. Oui. Parce que quand tu enseignes, parce que ça m'arrive de plus en plus, et je pense qu'il y a beaucoup de choses que je veux faire dans le futur, mais ça, j'en parle pas. Mais pour l'instant, mais ça va bientôt sortir. J'adore transmettre parce que j'ai une telle passion pour ce jeu que je donne une énergie, je pense, hyper positive du golf. Quoi. Alors, la transition est toute faite puisque c'est ta dernière question aujourd'hui. Elle concerne justement, bah, tu sais, moi je pourrais passer 2-3 heures d'interview, mais... Moi, bon, si tu veux, hein, moi je suis confiné. Hein, déjà, tu nous as donné beaucoup de bonheur avec ta présence, c'est déjà énorme. Concernant l'enseignement, nous avons un entraîneur commun qui malheureusement nous regarde peut-être aujourd'hui d'en haut. C'est Michel Damiano, qui était juste... voilà. Hein, qu'est-ce qui t'a le plus appris, Michel, et qu'est-ce que, par rapport à son enseignement, tu peux avoir comme comparaison avec l'enseignement de nos jours? Ben, je pense qu'on avait quelque chose d'en commun, c'est cette passion pour le golf et cet amour pour le jeu. Ça, c'est une première chose. Lui, il avait l'amour de l'enseignement et il adorait transmettre et il était heureux de voir les gens bien jouer et de voir progresser. Donc ça faisait partie de ses nombreuses qualités. Il a été aussi un joueur, puisqu'il a joué sur le senior, et il jouait très très bien, même aux États-Unis, quand il a joué une ou deux saisons aux États-Unis.
Donc c'était un joueur complet. Malheureusement, il n'est plus là depuis bien longtemps. Et voilà, ça fait forcément des vides parce que c'est vrai qu'il serait encore en âge de voir tout ce que j'ai réussi. Et je pense que de là-haut, il doit être très fier de ce que j'ai fait. Et ouais, je sais. Il te dirait ce qu'il m'a dit avant de partir, c'était qu'on a fait un bon parcours. Il était content de notre parcours. Tu vois ça. C'est normal. C'est normal. Bon, en tout cas, quelle est ta... Voilà, tu sais qu'il était assez avant-gardiste. Ouais. Très, très, très avant-gardiste. Et il avait une manière très Mais particulière. il a transmis ça, Ouais. À toi aussi, hein, Michel. Il a transmis énormément de cet amour du jeu et il a laissé un héritage énorme. Il fait partie de ces personnes comme Martin Hadot, comme des tas de gens personne ne connaît Martin Hadot, mais bon, ce sont des personnes qui ont laissé des empreintes fortes chez moi. Et ouais. Dis-moi, c'est très dur. Vas-y, enchaîne. Ouais, j'enchaîne. Alors, quelle est la vision que tu as maintenant sur l'enseignement du golf actuellement en France? Et as-tu des projets à titre donc personnel pour, on va dire, amener la touche Jean-François? Là, ça va être. Je vais rester court parce que là, on est parti pour 3 heures. Je pense qu'il y a une révolution à faire. D'accord. Enfin, une révolution. Les gens, allez, pour résumer, je vais essayer d'être assez clair. Les gens apprennent trop à travers des bouquins et apprennent trop avec ce qu'on leur a appris au niveau. Attends, voilà. Et avec ce qu'on leur a appris, si tu veux, par des enseignants qui ont appris à travers des bouquins et à travers ce qu'on leur a enseigné. Voilà. Il n'y a pas suffisamment de vécu, il n'y a pas suffisamment de relations avec les sports de lancer. Moi, je suis complètement en évolution par rapport à ça. Et c'est grâce à ça que depuis 3-4 ans, je commence à avoir une constance dans ma frappe de balle et qui me permet justement si j'avais, entre guillemets, eu cette frappe de balle, et je vais peut-être choquer les gens, mais si j'avais eu cette frappe de balle et ce potentiel que je suis capable d'avoir maintenant, il y a 15 ans en arrière, j'aurais peut-être fait une autre carrière. Mais je ne serais pas cette personne-là si je n'étais pas passé à travers tout ça aussi. Donc, il n'y a pas de regret, c'est juste, ça fait partie de mon cursus. La seule chose, c'est que ça évolue énormément. Techniquement, ça évolue énormément. La seule chose que je peux se dire aux amateurs, c'est que quand ils essayent d'apprendre à travers les champions, il faut savoir que les champions travaillent des heures et des heures et des heures par jour et qu'ils ont une coordination hors pair, puisqu'on regarde toujours que les meilleurs du monde. Eh oui. Et si vous essayez de copier, certaines choses des meilleurs champions, c'est fausse route. Je le sais parce que moi je suis un gentleman driver, je roule un petit peu sur circuit. J'ai vite compris que je ne serais jamais un Michael Schumacher ou un Alonso parce que voilà, même si je passais des heures et des heures et des heures à conduire, j'ai compris que j'avais certaines limites. Je peux toujours progresser, mais j'ai certaines limites. Et je pense que tous les gens peuvent continuer à progresser. Même ma maman, la dernière fois, 83 ans à Nîmes, je suis allé lui donner un cours. Je lui ai donné 2-3 trucs et elle me dit « Ah, c'est beaucoup mieux maintenant ». Donc, tu vois, 83 ans. Donc, est-ce qu'elle t'a dit, voilà. tu me l'avais jamais dit ça, non? Elle t'a pas dit ça? Ouais, à peu près. Hein? Ah, tu aurais dû me le dire j'ai plus fait tôt. J'ai fait énormément évoluer des choses. J'ai compris beaucoup. Je suis passé pratiquement dans toutes les mains des plus grands coachs du monde et ainsi que les meilleurs coachs en France. Donc, j'ai une expertise colossale et puis j'ai du vécu et je sais ce qui tient sous pression et je sais surtout ce qui est capable de marcher sur les amateurs qui n'ont pas beaucoup de temps. Voilà. D'accord. Parce que leur demander de swinguer comme McIlroy, même moi j'ai essayé, j'ai jamais réussi. C'est clair. Donc si tu veux, en passant des heures et des heures. Donc il faut simplifier l'enseignement, il faut le rendre simple, et il faut le rendre je dirais, efficient rapidement et non pas avoir des programmes à trop long terme pour les amateurs parce que de toute manière, ils ne tiennent pas la route parce qu'ils n'ont pas le temps. Et voilà. Donc, moi, je suis plutôt pour l'enseignement. Je pars du petit jeu et je remonte jusqu'au long jeu.
Jusqu'au départ. Parce que dès qu'il n'y a pas la notion de vitesse, on comprend mieux et on ressent mieux. Et puis voilà. Et puis après, on pourrait développer. Ça y est, on peut partir sur des heures là-dessus. Mais oui. Je pense que je me base beaucoup sur les sports de lancer. Et c'est ce qui fait que maintenant j'ai une compréhension de l'enseignement. Et c'est pour ça que je peux m'auto-réguler, comme je te disais, sur les parcours et d'arriver à être performant et avoir une frappe de balle constante. Et l'année dernière, j'ai fini 4e à l'ordre du mérite donc sur le Stay Sure. Mais en peut-être pas très bien, sinon j'aurais pu gagner 4-5 tournois sans problème. Donc ça prouve que je me mettais régulièrement avec mon long jeu dans des positions où j'étais capable de gagner des tournois. Et tu en as gagné en 2019? J'en ai gagné un en 2019 et j'en ai gagné un l'année dernière. J'ai fini nombre de places second, troisième et d'être dans le coup pour la gagne. Ouais, c'est mon putting qui m'a chaque fois été un petit peu voilà. J'ai compté 6 top 10. Top 10. Voilà. Écoute, Jean-François, tu sais, entre apprendre aux gens à jouer sous pression et justement avec ton expertise, arriver aussi à leur apprendre à jouer quand ils n'ont pas beaucoup de temps, je pense que tu risques de recevoir beaucoup de propositions parce que ça intéresse tout le monde. Hein. C'est un beau projet. Écoute, oui, peut-être une expertise d'un grand champion. Je sais que tu as eu Victor aussi en interview. Tu en auras d'autres. Et, Victor est encore jeune. Il est en pleine ascension. Et il est en pleine évolution. Il a pas 30 ans. Donc, il a beaucoup de choses encore à apprendre. Et je pense qu'il peut revenir au très très haut niveau comme il l'était sans aucun problème. La seule chose qu'il va falloir faire certainement certains choix. Et puis à partir de là, je veux dire, c'est le no limit. Voilà. Je reviens là-dessus. Si on veut vraiment évoluer, on peut. Voilà. Après, il faut prendre les décisions. C'est pas oui, peut-être, non, je sais pas trop. À un moment donné, il faut prendre des décisions et se lancer. Si c'est pas les bons choix ou si c'est pas les bonnes décisions, ben tu changes de direction. Mais en tout cas, il faut prendre des décisions. J'ai un tableau là qui dit, il y a une personne qui dit 5% si vous attendez, dans la vie on a 5% des réponses, le reste se fait en chemin. Si vous attendez 100% des réponses avant pour faire tous les actes que vous avez besoin de faire dans la vie, ça ne marche pas. Donc, voilà. C'était un moment juste exceptionnel avec toi, très précieux avec toi. Je pense que tu as fait plaisir à beaucoup de gens par cette interview. Surprise. Écoute, si tu as du retour et que tu veux qu'on continue sur autre chose, moi je suis avec grand plaisir. Je te dis, moi, cette passion, cette envie, en plus, on vit des moments extrêmement compliqués. C'est vrai que enfin, je ne vais pas rentrer dans tout ça parce que moi, je pense qu'on nous l'a fait bien à l'envers. Mais je suis dans une situation où, voilà, si je peux partager et donner un petit peu de plaisir aux gens et puis de dire vivement qu'on sorte de ce merdier pour que je puisse retourner sur les golfs et m'éclater, moi, je ferai tout ça avec grand plaisir. Quel message tu as passé maintenant à tout le monde? Pour le mot de la fin, il est pour toi et encore merci. Occupez-vous de votre santé en premier. Ouais. Et moi, je pense que les vaccins, les médicaments, tout ça, c'est de la merde. Occupez-vous surtout de bien manger, de renforcer vos défenses immunitaires de façon la plus bio possible. Et puis, vous allez voir qu'on passera à travers ce bordel-là. Et je pense que là, la planète est secouée, elle nous le montre. Et je pense que il n'y a plus un avion, il n'y a plus de pollution comme par hasard d'un seul coup. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre de ça. Ouais, et c'est le côté hyper positif de cette crise. Et puis, qu'on foutra tous ces oligarques et machin, tout ça, ça stoppe, quoi. Espérons que ça soit un grand mal pour un grand bien. Et je pense que ça ne vient pas par hasard, même si, on ne va pas rentrer dans tout ça, mais je pense que à toute chose négative, il y a toujours quelque chose d'extrêmement positif. Et c'est ça qu'il faut garder. Très bien. Jean-François, un très grand merci. On reviendra taper à la porte si on a besoin de morale.
Et bravo, parce que je le répète, j'ai toujours dit, Jean-François Rémésy est un très grand champion et on a de la chance de l'avoir. Voilà, c'est que du bonheur, Jean-François. Merci beaucoup. Je te remercie, Michel. À très bientôt. bientôt. Au revoir. La bise. Ciao, ciao.